Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam préside la cérémonie d'inauguration du bazar de bienfaisance du cercle diplomatique organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. L'événement fait désormais partie de la vie sociale de la capitale depuis une trentaine d'années. Et cette année, les fonds collectés iront aux victimes du séisme de la région d'Al-Haouz. En ce 25 novembre, le monde célèbre la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Une célébration placée sous le signe de l'union contre ce fléau. À l'échelle mondiale, l'ONU dénombre 736 millions de femmes victimes de toute forme de violence. Et au Maroc, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Nous en parlerons avec maître Khadija Al-Amrani, avocate au barreau de Casablanca. Les femmes toujours sous les feux des projecteurs. Elles ont marqué leur présence à tous les niveaux et dans tous les domaines. Au FIFM, elles sont à l'honneur. Pour la première fois de l'histoire de cette grand-messe cinématographique, 8 jeunes réalisatrices concourent pour l'Étoile d'Or. Une nouvelle génération de cinéastes qui promet. Bonsoir à tous, nous vous le disions en titre. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam a présidé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat la cérémonie d'inauguration du bazar de bienfaisance du cercle diplomatique placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette année, une grande partie des fonds collectés sera tout particulièrement destinée à soutenir les victimes du séisme de la région d'Al-Haouz. Hamza Saïh, Abdelhadi Iyad, Khadija Zarwal et le récit est signé Boukar Nabret. Véritable tradition, le bazar de bienfaisance du cercle diplomatique fait désormais partie de la vie sociale de la capitale du royaume depuis plus d'une trentaine d'années. Placée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la cérémonie d'inauguration a été présidée par Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Mariam. Après avoir coupé le ruban symbolique annonçant l'ouverture du bazar de bienfaisance, Son Altesse Royale a visité les différents stands où est exposée une panoplie de produits d'artisanat et de terroirs représentant plusieurs pays des différents continents. L'édition 2023 regroupe une trentaine de pays et d'organisations internationales. Son Altesse Lalla Mariam, qu'elle a suivi toujours le cercle diplomatique. Et on a toujours sa présence aussi comme le patronage du roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et alors pour nous, c'est vraiment c'est un grand plaisir à voir ça. Et ça change un peu l'événement, il n'a plus d'allure, absolument. Nous avons l'énorme chance et le plaisir d'avoir la princesse qui vient toujours inaugurer ce bazar. Alors cette année, on a présenté un peu d'artisanat espagnol. Cette année surtout, tous les bénéfices que nous allons faire sont directement pour les victimes du séisme. Le soutien de la princesse est pour nous très très important parce que cela permet de manifester la haute sollicitude royale envers le bazar et envers les actions de bienfaisance que ce bazar permet de soutenir. L'édition 2023 connaît la participation de coopératives marocaines de femmes, un geste solidaire du cercle diplomatique pour leur promotion dans une dynamique de coopération au développement. L'événement constitue le levier le plus important pour obtenir les fonds indispensables au soutien des ONG marocaines qui œuvrent dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement des femmes en milieu rural. Pour nous, c'est vraiment très important d'avoir eu la chance pour participer avec le cercle diplomatique, pour assister au grand projet ici à Maroc. Et c'est vraiment aussi une chance pour nous pour démontrer qu'est-ce que nous fait. Tout ça fait à main ici avec l'espace de les gens qui travaillent à l'ambassade. Suite à l'événement tragique qui s'est passé, le tremblement de terre le 8 septembre, donc le PNUD a décidé de faire des efforts aussi pour essayer d'aider la zone. Et donc, dans ce contexte, donc c'est qu'on s'est décidé donc de s'organiser pour pouvoir amener ces coopératives. Il y a 4 coopératives de la zone de Al-Haouz. Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Mariam, a posé pour une photo souvenir avec les membres du cercle diplomatique.
Cette année, une grande partie des fonds sera tout particulièrement destinée à soutenir les victimes du séisme de la région d'El Haouz. Ce 25 novembre marque la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Cette année, la journée est célébrée sous le signe de l'union contre ce fléau. Elle met particulièrement l'accent sur le rôle de la sensibilisation quant aux répercussions financières, sociales et sociétales de ce fléau. Le Maroc prend à bras le corps ce phénomène. Il mobilise tous les acteurs concernés pour briser le silence et éradiquer toutes les formes de violence qui gangrènent notre société. Ce soir, nous vous proposons un reportage à Fès, au Centre Nour de lutte contre les violences faites aux femmes. Filles, femmes violentées, FAP frappe à ses portes. Toutes sont à la recherche d'une oreille attentive et d'une main tendue dans leur combat pour la justice. Anouar El-Roumari et Nisrine Ansdar. Le destin de cette mineure a basculé lorsque son chemin a croisé celui de deux criminels qui ont tenté de la violer et de la voler aussi. Nous l'appellerons Rita. Cette jeune fille s'est montrée forte et courageuse face à ses bourreaux. Sa résistance lui a certes évité le pire, mais les séquelles psychologiques sont insoutenables. La plaie est vive. Et c'est la gorge nouée qu'elle essaie de nous raconter son cauchemar. Ils ont détruit ma vie. Je menais une vie paisible. Je jouais au football. J'avais le goût de la vie. Mais tout a complètement changé. Je n'arrive plus à quitter la maison. Cette expérience m'a vraiment terrorisée. Fatima, une autre mineure venue aujourd'hui partager sa peine avec les assistants du Centre Nour. Elle n'a pas eu la chance d'échapper à l'enfer du viol. Son histoire est dramatique. J'ai été violée par mon voisin. L'après-viol a été atroce à vivre. Je suis là avec mes parents pour demander que justice soit faite. Ici, les spécialistes écoutent les plaignantes avec beaucoup de bienveillance et tissent d'abord avec elles des liens de confiance. Ceux qui s'occupent du volet juridique les aident pour les autres démarches. J'essaie souvent d'établir une communication affective avec elles. Les victimes de viol, surtout les mineurs, ont souvent besoin d'une écoute bienveillante et sans jugement surtout. Et cela pour pouvoir briser le silence et revenir sur les faits tragiques qui sont souvent très difficiles à raconter. Les femmes victimes de violences se frappent souvent à nos portes et nous les accueillons dans les meilleures conditions. Première étape, visite médicale pour l'obtention des certificats confirmant le délit s'il s'agit d'une violence physique. Ensuite, nous leur ouvrons un dossier avec tous les détails. Et puis, nous leur prodiguons volontairement de l'assistance juridique et même un soutien devant la justice. Les portes du Centre Nour sont ouvertes à toutes les tranches d'âge. Nous y avons également rencontré cette femme de 60 ans, victime de violences conjugales. Mon mari me frappe régulièrement et il menace de me mettre dehors si je n'accepte pas qu'il se remarie. Il est à l'aise financièrement et pourtant il me prive ainsi que ses 7 enfants des principaux besoins du quotidien. Le Maroc est largement engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, sous toutes les formes, et cela depuis les années 1990. Un combat qui mobilise gouvernements, acteurs de la société civile et toutes les forces vives de la nation. Des avancées ont été réalisées et un long chemin reste à parcourir. De grands espoirs sont en tout cas portés sur la révision du Code de la famille. Et pour parler plus longuement du sujet avec nous ce soir, maître Khadija Al-Amarani, avocate au barreau de Casablanca. Bonsoir, vous venez tout juste de suivre ce reportage sur une forme de violence faite à des mineurs. Permettez-moi tout d'abord d'avancer ces chiffres pour essayer de mesurer l'ampleur de ce fléau. Au Maroc, la prévalence des violences faites aux femmes et aux filles au sein de l'espace conjugale et familiale est de 52,1%. Dans l'espace public, cette prévalence atteint 12% et en milieu professionnel, 15,4%. Ce sont là des chiffres publiés cette année dans un rapport du Haut Commissariat au Plan. Et depuis janvier de l'année courante, le Maroc dénombre 29 féminicides, selon le HCP toujours. Maître Amarani, est-ce qu'on peut dire que ces données chiffrées ne sont que l'arbre qui cache la forêt ? Ah oui, complètement. C'est l'arbre qui cache la forêt parce que ce sont des données officielles et nous savons très très bien que lorsqu'on a des statistiques officielles, très
très souvent les statistiques officieuses sont aussi très importantes. Moi, j'aurais dit que c'est facilement 1,5%. La violence réelle, je la chiffrerais en tout cas dans la conjugalité, ça peut atteindre les 80%. C'est triste, mais on peut aller à ces taux-là et dans tous les milieux malheureusement. Donc il y a l'officiel et l'officieux. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et sur le plan législatif, la loi numéro 103/13 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, entrée en vigueur en septembre 2018, a constitué une étape importante dans la promotion de la condition de la femme marocaine à tous les niveaux. Et pourtant, les violences faites aux femmes persistent. Pourquoi, à votre avis ? C'est une grande question parce qu'effectivement nous avons un arsenal juridique qui a quand même beaucoup évolué dans ce sens-là et nous avons effectivement des grands acteurs aussi de la société civile et des acteurs aussi du ministère public, également des acteurs royaux qui sont Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, et la princesse la Mariam, et également la princesse Lalla Hasna, qui œuvrent énormément à travers le Parlement de l'enfant, à travers tout le travail qui a été fait, et croyez-moi, c'est un travail énorme. Cet arsenal malheureusement juridique, on a du mal à le mettre en place parce que très souvent les femmes n'osent pas déposer des plaintes pénales contre leur conjoint ou contre le papa, et donc on tombe vraiment dans la problématique du tabou. Donc c'est le tabou social qui crée cette lacune. Ce n'est pas un souci de la loi, puisque la loi est bien là. C'est un souci malheureusement d'un tabou social qui fait que malheureusement ces femmes sont amputées de leur droit le plus absolu, celui de déposer une plainte pénale, parce que si ces femmes-là déposent plainte pénale, bien entendu, si elles ramènent un certificat médical qui atteste que la violence dépasse 21 jours d'invalidité, à ce moment-là, la personne qui a été autrice de cette violence sera condamnée à quelque chose comme 4 mois de prison ferme. Si c'est inférieur à 21 jours, la personne sera condamnée à uniquement un sursis. Donc ça malheureusement, les femmes n'osent pas mettre en œuvre ces dispositions qui sont quand même très protectrices, mais voilà, c'est un tabou social qui freine la mise en application de ces lois. Et une autre forme de violence, et non des moindres, subie par les femmes, les violences électroniques, notamment sur les réseaux sociaux. Près de 1,5 million de femmes au Maroc en sont victimes, selon une étude publiée par le Haut Commissariat au Plan cette année. Et à quand des garde-fous, selon vous, solides pour battre en brèche cet autre phénomène du XXIe siècle ? Écoutez, c'est un phénomène qui est une réalité sociale et malheureusement c'est quelque chose qu'on voit également dans les écoles. Je partage avec vous que malheureusement plusieurs vidéos circulent d'enfants, donc de mineurs, parce que entre eux ils ont envie de se venger l'un des autres, et donc parfois c'est des vidéos qui remettent en question leur intégrité physique. Et donc effectivement aujourd'hui c'est l'intégrité physique de la femme, et toujours on revient aux mêmes questions sociétales qui sont les questions du tabou. Malheureusement effectivement ces violences qui sont quelque part qui font l'ordre de la cybercriminalité, malheureusement, doivent être prises au sérieux et doivent être sanctionnées par le législateur d'une façon beaucoup plus sévère pour permettre à la femme toute forme de protection de son intégrité physique et morale, et de son intégrité sociétale aussi, de sa réputation et de son image, son droit à l'image. Bien entendu, il y a beaucoup encore à faire dans ce domaine-là. Le point culminant de l'engagement du Royaume dans le combat contre les violences faites aux femmes, le projet de révision du Code de la famille, conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. De quelle manière la réforme de cette loi fondamentale régissant les relations familiales va-t-elle contribuer à baisser et à faire baisser surtout toutes les formes des violences que subissent certaines femmes marocaines ? C'est une réforme extraordinaire et bien entendu, je profite de ce passage pour remercier Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie,
pour cette initiative et pour ce projet, ce gros chantier qui va constituer une très grosse avancée pour notre pays. Oui, effectivement, les femmes qui vont subir cette forme de violence et qui n'oseront pas aller en justice pour déposer des plaintes pénales contre le conjoint ou contre le papa ou contre le frère ou contre l'oncle, pourront aller en justice de façon beaucoup plus facile pour demander une procédure de divorce pour tout simplement un préjudice qui reste une procédure civile. Et bien entendu, c'est statué à huis clos. Donc il y a un respect de l'intégrité mentale et morale et de la problématique de ce qui s'est passé dans le ménage. Il y aura ce respect-là. Et donc c'est cette pudeur, c'est ce respect de la vie privée qui va, s'il vous plaît, si vous voulez que je m'explique là-dessus, qui va permettre à la femme de se sentir protégée. Sachant également que la Mudawana, bien entendu, apportera à la femme ou à l'homme ou à l'enfant, parce que c'est tous les acteurs qui sont concernés, elle apportera beaucoup plus d'équité, beaucoup plus de droits. Donc bien entendu, le recours à la justice sera plus facile pour la femme, parce qu'elle verra que en demandant par exemple le divorce, ses droits ne seront pas bafoués, ni ses droits à elle, ni les droits de ses enfants. Et là, bien entendu, c'est une très grande évolution, parce que très souvent, les femmes qu'on reçoit dans nos cabinets nous disent j'ai été violentée, j'ai été trompée, mais je veux pas déposer de plainte pénale contre mon conjoint parce que c'est le père de mes enfants. Donc là, l'avantage c'est qu'elles peuvent pas divorcer, parce que si elles divorcent aujourd'hui, malheureusement, la législation actuelle ne les protège pas sur tous les plans. Donc elles sont un petit peu dans une cage. Aujourd'hui, je pense que cette nouvelle Mudawana va permettre à la femme qui est bien entendu dans une situation pas confortable de recourir à la justice de façon beaucoup plus facile, et surtout d'avoir tous ses droits. Et c'est ça le grand changement et la grande avancée sur cette question-là. Maître Khadija Al-Amrani, avocate au barreau de Casablanca, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Les femmes sont sous les feux des projecteurs au 7e art, principalement à la 20e édition du FIFM inaugurée hier soir. Cette année, le jury est présidé par une grande figure du cinéma international, Jessica Chastain, et le jury qui l'accompagne est constitué à majorité de femmes, une grande première. Et ce n'est pas tout, car les femmes sont aussi à l'honneur au sein de la compétition officielle. Parmi les 14 films en lice cette année, 8 ont été signés par de jeunes réalisatrices. Depuis Marrakech, nos envoyés spéciaux Abdel Fattah Zouine, Asma Tazi et Dominique Orlando. 14 films are competing for the Étoile d'Or. Tout en sobriété, la cérémonie d'ouverture de ce 20e Festival international du film de Marrakech, qui marque donc le lancement officiel de cette édition anniversaire. Au centre tout naturel des attentions hier soir, l'étincelante Jessica Chastain, l'actrice américaine qui devient donc la 5e femme dans l'histoire du festival, a présidé le jury de sa compétition officielle. C'était déjà le cas en 2001 lors de la toute première édition inaugurale du Festival international du film de Marrakech avec l'inclassable actrice britannique Charlotte Rampling. En 2002, l'année suivante, ce fut l'immense Jeanne Moreau à venir siéger à cette place honorifique de présidente. Il y a 4 ans, en 2019, il s'est agi de la formidable Tilda Swinton, dont chacun toujours admire la versatilité insoupçonnable des personnages qu'elle est capable d'interpréter avec autorité et esprit à l'écran. Merci. Shukran. Thank you. Et que dire de l'éblouissante Isabelle Huppert qui aura eu à endosser en 2014 ce même premier rôle de président du jury. L'actrice française était hier soir parmi nous à Marrakech. Son tout nouveau film Sidonie au Japon ayant été présenté ce samedi dans l'après-midi. La tsatsa sawaru kam ana saida bi wujudi mahakum huna hada almasa bi Marrakech. Quel est le lien qui vous unit avec le festival de Marrakech, s'il y en a un? Peut-être la fidélité, c'est déjà bien.
Formidable, merci. Les femmes qui occupent également cette année une place prépondérante au sein même de ce jury 2023, où sur les 9 personnes qui le composent, 6 en effet sont de remarquables personnalités féminines. Une particularité qu'a tenu à relever Jessica Chastain. This exceptional jury is truly historic, consisting of 6 women and 3 men. Alors oui, Jessica Chastain va présider un jury majoritairement féminin. C'était son souhait et elle est entourée de personnalités incroyables, de femmes fortes, de talents magnifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la compétition que dédiée à la découverte, on présente 14 films dont 8 sont réalisés par des cinéastes femmes. Durant ces 20 dernières années, pas moins de 14 actrices, réalisatrices ou productrices ont eu les honneurs d'un hommage très singulier à Marrakech. On peut citer parmi celles-ci Sharon Stone, Juliette Binoche, Suzanne Sarandon, Agnès Varda, Sigourney Weaver, ou bien l'époustouflante Isabelle Adjani, dont la cérémonie en 2016 est restée gravée dans les esprits des festivaliers comme l'un des vrais moments de grâce de ce FIFM. Un festival, c'est une fête. C'est la célébration d'un besoin très humain et même fondamental. Le besoin de se retrouver à date fixe, à travers les années, pour affirmer ensemble que quelque chose existe et résiste au temps. À l'international, les Nations Unies se sont félicitées de la libération d'otages détenus à Gaza hier. L'organisation onisienne a également annoncé avoir pu intensifier l'acheminement de l'aide humanitaire à destination et à travers l'enclave palestinienne. Une augmentation de l'aide qui intervient au moment de l'entrée en vigueur de la pause humanitaire convenue à la suite d'un accord entre Israël et le Hamas. Au Pakistan, au moins 11 personnes ont été tuées et 35 blessées dans l'incendie ayant ravagé une partie du centre commercial de Karachi. C'est ce qu'ont annoncé des responsables dans la capitale économique du Pakistan. L'incendie s'est déclenché par un court-circuit dans un générateur qui a rapidement embrasé 2 étages du centre commercial. Retour chez nous avec cette page consacrée à l'art pictural. Je vous propose une immersion au cœur de l'univers de Yahya Zarwal. À 38 ans, ce peintre autodidacte dessine son quotidien et c'est à Salé qu'il expose une série de 80 œuvres nourries par différentes inspirations, mais surtout une liberté et une imagination qui vagabondent au gré des moments et des lieux qui ont marqué l'artiste. Nisrina Ozdar et Hsna Moussaoui. Ce sont les œuvres d'art d'un artiste qui peint sans se soucier des règles d'art. Les standards et les approches académiques, il les connaît très bien, mais il préfère ne pas les appliquer, voire les transgresser. Sa démarche est singulière, basée sur l'instinct et l'improvisation. Elle est aussi animée par un goût très prononcé pour la liberté. Yahya Zarwal est un artiste autodidacte. Il a principalement recours à 2 techniques différentes. La première s'appelle alla prima, une technique italienne. La deuxième est celle des glacis qui a été fréquemment utilisée par les néoclassiques et les romains. Pour ce qui est des supports, eh bien notre jeune artiste peint sur des toiles et sur du papier également. Figuratif humain, figuratif urbain, paysage naturel, musique traditionnelle.
Les tableaux que l'exposition met en avant retracent une expérience de 17 ans. Une expérience prolifique grâce à des inspirations multiples. Ce sont des œuvres inspirées du vécu, et particulièrement des banales scènes du quotidien. J'espère que le public sera au rendez-vous et qu'il sera surtout sensible à mon monde artistique qui puise dans la mémoire collective et dans nos traditions. Autre point fort des toiles de Yahya Zarwal, sa façon de peindre une œuvre d'art dans sa globalité et en un seul jet. Une technique qui permet un maximum d'expressivité. Elle permet aussi et surtout à ceux qui la contemplent de saisir toute l'originalité créative et d'en tirer même des enseignements. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.